Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi d'être dans ce bel amphithéâtre de l'Université de Polynésie française. Je souhaiterais, avant de commencer, remercier Madame Sarah-Marie Cabon de son invitation et des efforts déployés pour organiser cette conférence, ainsi que le colloque qui aura lieu jeudi, consacré à la gendarmerie en Outre-mer, en prenant l'exemple de la Polynésie française. Avant de commencer, quelques petits mots de présentation me concernant. Je suis donc Xavier Latour, je suis professeur de droit public à la faculté de droit et de sciences politiques de Nice. Je suis spécialisé dans l'étude des questions de sécurité depuis maintenant plusieurs années, droit de la sécurité intérieure, puisque je commente, parmi d'autres activités, je commente le code de la sécurité intérieure pour les éditions LexisNexis, les codes bleus. Il y a les codes rouges d'un côté, les codes Dalloz, et puis il y a les codes bleus. Moi, j'appartiens à l'équipe bleue pour le commentaire du code de la sécurité intérieure. Et dans ce commentaire, je travaille plus particulièrement sur le livre 6, consacré aux activités privées de sécurité, que j'aurai l'occasion d'évoquer un petit peu plus tard dans le cadre de ma conférence. Cette conférence aurait dû se faire à deux voix, avec mon collègue et ami le professeur François Dieu, sociologue de l'université de Toulouse-Capitole, mais il se trouve que le professeur Dieu a eu malheureusement, avant de venir, un ennui de santé assez important. Par conséquent, j'interviendrai seul, en laissant le temps des questions, je l'espère. J'aimerais que ce ne soit pas forcément un exposé à une voix unilatérale, mais que vous puissiez, si vous le souhaitez, échanger avec moi. Le thème de la conférence renvoie à la question de la sécurité, bien commun ou pas, et quand on pose cette question, on pose d'une manière un petit peu provocante la question de la gratuité de la sécurité. Théoriquement, la Déclaration des droits de l'homme de 1789 confie la sécurité, selon l'article 12 de la Déclaration, à une force publique qui est au service de tous et qui, conformément à l'article 13 de cette même déclaration, cette force publique est financée par l'impôt. Ça, c'est un premier point, fondement juridique, si je puis dire. Et puis, il y a un autre aspect à intégrer à notre sujet, qui est un fondement plutôt de science politique ou de théorie du droit. Il est bien établi dans le système français, mais globalement dans les démocraties libérales, il est bien établi que l'État, pour reprendre l'expression de Weber, l'État a le monopole de la contrainte légitime. Et parce que l'État a le monopole de la contrainte légitime, si vous corrélez cette donnée à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, vous en déduisez que l'État assure la sécurité des concitoyens, des administrés, en fournissant un service public, le service de la police au sens global du terme et non pas au sens institution, un service public qui est gratuit. Et pour l'essentiel, c'est ce que nous vivons au quotidien. Nous finançons par l'impôt les deux forces de sécurité intérieure que nous avons en France, les deux forces nationales, que sont la police nationale d'un côté et la gendarmerie nationale de l'autre, mais nous finançons également par l'impôt les polices municipales qui fournissent, elles aussi, un service public ne nécessitant pas le paiement d'un prix, ne nécessitant pas le paiement d'une redevance quelconque. Dans ce schéma qui peut paraître relativement simple,
il existe cependant des aménagements ou des exceptions. Des aménagements qui sont très différents les uns des autres. Cela n'est pas toujours très bien su, mais la police et la gendarmerie peuvent vendre des prestations de sécurité. C'est une première possibilité qui repose sur le Code de la sécurité intérieure. Vous avez un article dédié dans le Code de sécurité intérieure, sur ce qu'on appelle les services conventionnés ou les services payés. L'autre exception, l'autre aménagement, qui pose sans doute plus de difficultés, qui suscite davantage d'interrogations, concerne la montée en puissance en France, depuis le début des années 1980, d'une sécurité privée qui, par définition, vend aussi ses prestations, même si la sécurité privée se partage en deux branches, des services internes de sécurité qui fonctionnent au sein des entreprises, et l'autre branche qui retiendra davantage notre attention, des entreprises prestataires d'activités de sécurité et qui vendent leurs prestations naturellement à des clients privés, mais aussi de plus en plus à des clients publics. Commençons, si vous le voulez bien, par la première exception, celle qui consiste pour la police et la gendarmerie à vendre des activités de sécurité. C'est une exception qui part du principe que la police et la gendarmerie doivent aux administrés un certain type d'intervention, un certain type d'activité devant rentrer dans le cadre de leur service normal. Mais dès qu'on dépasse ce qui est, et vous allez le constater, c'est parfois difficile à interpréter, dès qu'on dépasse la normalité, la police et la gendarmerie peuvent tarifer leurs interventions. Cela ramène même quelques dizaines de millions d'euros dans les caisses de l'État. Il y a plusieurs types d'activités, plusieurs types de prestations qui sont ainsi tarifées par la police et la gendarmerie. Il y a des prestations sensibles, puisque la gendarmerie vend ses services aux fournisseurs, aux gestionnaires de centrales nucléaires, aux fournisseurs d'énergie qui gèrent des centrales nucléaires. Donc la gendarmerie amène son savoir-faire, et un savoir-faire hautement spécialisé, qui est payé par les gestionnaires de centrales. Mais de manière plus commune, la police et la gendarmerie sont amenés à vendre leurs prestations à des opérateurs d'activités le plus souvent récréatives. On considère en effet que l'organisateur d'une manifestation sportive, d'une manifestation culturelle, bénéficie, pour organiser sa prestation, de l'intervention de la police et ou de la gendarmerie. Je veux dire par là qu'on ne peut pas organiser en France une manifestation récréative importante sans mobiliser des moyens privés, mais en complétant ces moyens privés par des moyens publics. Ces moyens publics que vous allez retrouver autour des stades ou dans les stades, par exemple pour les manifestations sportives importantes,
que vous allez retrouver sur la route du Tour de France ou que vous allez retrouver sur une course de Vaha dans la région, par exemple. À ce stade, si l'on considère que les prestations apportées par la police et par la gendarmerie dépassent le cadre normal de leurs activités, alors pour les prestations locales, pour les activités locales, le préfet va contracter, car c'est bien d'une convention qu'il s'agit, il va contracter avec l'organisateur, il va conclure une convention avec l'organisateur en évaluant les besoins de l'organisateur et en appliquant une grille tarifaire très précise et qui est élaborée par le ministère de l'Intérieur. Et dans cette grille tarifaire, vous allez retrouver le coût d'un agent, le coût du matériel, les barrières, les véhicules et tout ce qui pourrait être déployé autour de la manifestation. Donc ça relève de la compétence du préfet. En revanche, pour les manifestations d'ampleur nationale comme le Tour de France, tout cela est négocié directement au niveau central, donc au niveau du ministère de l'Intérieur. Normalement, les prestations sont payantes, mais le préfet, comme le ministère de l'Intérieur, l'un ou l'autre, peut décider que pour l'image de la police ou l'image de la gendarmerie, les prestations ne seront pas payées. Il y a donc une mise à disposition gratuite des effectifs et des matériels. C'est ce qui s'est passé pour la dernière course de Vaha qui a eu lieu en Polynésie. D'après ce qu'on m'a dit, l'intervention, la présence de la gendarmerie aux différentes étapes de la course aurait pu être une prestation payée, mais pour différentes raisons, pour les raisons d'image que j'évoquais, ça n'a pas été le cas. Si vous reprenez par exemple une manifestation qui a lieu chaque année et qui suscite une couverture médiatique très forte comme le Festival de Cannes, bien, la question est posée de savoir si la présence de la police qui, par exemple, assure les haies d'honneur sur le tapis rouge du Festival de Cannes, bien, est-ce que ça fait partie des prestations à payer ou est-ce que pour l'image de la police, le fait d'avoir la haie d'honneur sur le tapis rouge, on peut considérer que finalement c'est une mise à disposition gratuite. Donc il y a cette première difficulté qui est de savoir ce qu'on va faire payer, ce qu'on ne va pas faire payer pour des raisons de communication. L'autre difficulté, mais qui s'est estompée parce que le ministère de l'Intérieur a bien clarifié, notamment en établissant ces grilles tarifaires, a bien clarifié ce qui relevait de prestations payantes et de ce qui n'en relevait pas, c'est quand même une source de questionnement parce que, naturellement, toute manifestation sportive, récréative, culturelle suscite des flux de personnes, suscite de l'activité, peut être exposée à une menace à l'ordre public. Et là, évidemment, même si l'organisateur de la manifestation retire un bénéfice de l'organisation, et même si du coup la présence des policiers et des gendarmes participe à le développement d'une activité économique, malgré tout, on sait très bien qu'autour d'un stade, pour prendre un concert ou pour prendre une grande manifestation sportive, on aura quand même besoin de policiers et ou de gendarmes qui assureront leur service normal. Donc il faut faire la part des choses entre ce fameux service normal et la prestation complémentaire, en général à l'intérieur du stade. Là, on peut très bien considérer que la présence de policiers et de gendarmes peut être une activité
rémunérés. Si je laisse de côté ce premier aspect, j'en viens maintenant à la question du développement de la sécurité privée en France, qui suscite beaucoup d'intérêt, beaucoup d'interrogations, y compris au plus haut sommet de l'État, puisque dans un récent rapport parlementaire qui a été publié au mois de septembre dernier et qui a été rédigé par 2 députés, les députés Toureau et Fauvergue, sur le continuum de sécurité, rapport qui a été rédigé à la demande du Premier ministre. Ce continuum de sécurité qui nécessite donc l'intervention de différents acteurs et la complémentarité, les partenariats entre ces différents acteurs. Les députés ne se sont pas contentés de réfléchir à la complémentarité entre police, gendarmerie, police municipale, mais les députés ont intégré dans leur réflexion l'intervention de la sécurité privée, en considérant d'ailleurs que sur de plus en plus de missions, la sécurité privée pourrait intervenir pour permettre aux forces publiques, forces nationales ou forces locales, municipales, de consacrer plus de temps à des activités entrant, pour reprendre l'expression consacrée, dans leur cœur de métier. Et c'est sur ce point que la réflexion est en train de se cristalliser. Quel est le cœur de métier des forces publiques? Et donc là, on est dans une activité gratuite, en tout cas financée par l'impôt. Et quelles sont les activités qui pourraient être externalisées, déléguées à des prestataires privés, mais dans ce cas, naturellement, avec une rémunération à la clé, avec un prix payé pour le service rendu. La sécurité privée en France, elle est déjà très implantée, elle est déjà très développée. Quelques chiffres. Vous avez approximativement policiers nationaux et gendarmes, 250 000 hommes et femmes qui travaillent pour ces forces publiques de sécurité. En comparaison, il faut savoir qu'il y a 170 000 agents privés de sécurité en France. 170 000 agents qui exercent pour l'essentiel des activités de surveillance et de gardiennage en mobilisant des moyens humains, les chiffres en témoignent, mais en mobilisant aussi beaucoup sont des moyens qui se développent, de moyens électroniques. À cela, vous ajoutez quelques milliers de personnes travaillant plus spécifiquement dans le transport de fonds et de valeurs, travaillant également en protection physique de personnes, même si c'est plus confidentiel, et encore plus confidentiel, quelques centaines de personnes, un peu plus, pour la protection embarquée à bord des navires. On a d'ailleurs commencé par des navires marchands qui naviguaient dans des zones exposées à la piraterie maritime. Et puis de fil en aiguille, on est arrivé à autoriser depuis 2016 la présence d'agents armés à bord de navires de transport de passagers, notamment sur les lignes de ferry exposées à un risque terroriste. Donc 250 000 personnels, gendarmes, policiers d'un côté, 170 000 agents privés de sécurité de l'autre. Vous voyez que ça compte dans le paysage. Ça compte
d'autant plus dans le paysage que ces agents privés de sécurité ne travaillent pas seulement pour des clients privés. Naturellement, ils travaillent pour des clients privés, des entreprises, des particuliers. C'est tout à fait normal, c'est le cœur d'activité de la sécurité privée. Mais un peu moins, alors les chiffres varient, mais un peu plus, un peu moins de 30% de l'activité privée de sécurité est une activité achetée par des clients publics. Quand je dis des clients publics, cela concerne l'État, qui va, par exemple, sécuriser des ministères, des palais de justice de Nice, par exemple. Les postes d'inspection filtrage à l'entrée du palais de justice sont gérés par des entreprises privées de sécurité. Des communes, des départements, des régions vont aussi acheter de la sécurité privée, normalement pour sécuriser leur domaine public, leurs bâtiments, mais on s'aperçoit que de plus en plus, des collectivités territoriales sont tentées de recourir à des entreprises privées pour sécuriser des espaces ouverts au public. Les espaces ouverts au public peuvent être des bâtiments municipaux ou des bâtiments départementaux, mais il peut s'agir aussi, ce qui soulève des interrogations juridiques assez fortes, il peut s'agir aussi de la voie publique. Et alors là, juste avant de venir à Tahiti, la ville de Nice a défrayé la chronique puisque le maire de Nice a recruté des agents privés de sécurité, des maîtres de chiens, pour occuper l'une des principales places touristiques de Nice, parce qu'il considérait qu'il y avait trop de vagabonds, trop de SDF sur cette place, et à la fois pour rassurer les touristes et pour inciter les vagabonds à déguerpir, il a donc fait appel à des maîtres chiens. Avec d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, semble-t-il, l'accord du préfet de département. Nous sommes dans une situation où certaines de ces prestations de sécurité privée posent problème, et la voie publique en est une. Mais la sécurité privée en France soulève bien d'autres interrogations. Première interrogation, elle concerne l'encadrement de la sécurité privée en France. Les clients veulent bien payer, les clients privés et publics veulent bien acheter des prestations de sécurité, mais ils veulent aussi de la fiabilité. En d'autres termes, se pose la question de la confiance qu'on peut accorder, plus ou moins, aux prestataires de sécurité privée. Depuis une loi du 12 juillet 1983, l'État tente d'encadrer les entreprises privées. Il tente de les encadrer à la fois en imposant aux entreprises et aux agents un certain nombre d'obligations
obligation de formation des agents, obligation de formation des dirigeants, contrôle des capitaux, obligation de déclaration d'un certain nombre de points concernant l'entreprise. Pour faire simple, on peut dire que depuis 1983, l'État a fait porter l'effort sur la moralisation et la professionnalisation de la sécurité privée en France. Il faut dire qu'avant 1983, c'était le désert. Il n'y avait rien. Ce qui avait conduit au développement d'entreprises, certaines fiables, d'autres pas du tout, avec des dérives importantes, et certaines ayant conduit dans les années 70 à des drames, y compris avec mort d'homme. 1983, l'État qui se méfie de la sécurité privée, parce que avec le changement de majorité, il y a une autre approche de la sécurité privée en France, et la majorité au pouvoir souhaite assainir le secteur. Donc la loi de 83, c'est une loi de défiance à la base. Mais au-delà de la défiance, l'État a déjà conscience dans les années 80 que les effectifs publics ne pourront pas suivre la hausse des courbes de la délinquance qui étaient déjà en croissance accélérée. Et lorsque vous avez un déséquilibre, lorsque vous avez un fossé qui se creuse entre des courbes de la délinquance qui augmentent d'un côté et des effectifs de force publique qui augmentent beaucoup moins vite, il faut combler l'espace. Et pour combler l'espace, on sait déjà dans les années 80 qu'il va falloir utiliser la sécurité privée. Cette politique de moralisation et de professionnalisation a été approfondie tout au long des décennies suivantes, jusqu'à arriver dans les années 2010 à la création d'un organe qui se consacre exclusivement au contrôle de la sécurité privée en France, qui est le Conseil national des activités privées de sécurité, qui a été créé par la loi d'orientation, de programmation et de performance pour la sécurité, qui est la LOPEPSI, sécurité intérieure de 2011, de mars 2011. Et dans la loi de 2011, on intègre un certain nombre d'articles permettant la création de ce CNAPS, qui est juridiquement un établissement public administratif rattaché au ministère de l'Intérieur. Et on confie au CNAPS deux missions principales. Première mission qui est d'exercer un contrôle en amont, c'est-à-dire de délivrer, pour simplifier, les autorisations, les agréments aux entreprises d'une part et à tout individu souhaitant exercer dans le domaine de la sécurité privée. Et c'est le CNAPS qui va contrôler que les obligations de formation sont remplies. C'est le CNAPS qui va contrôler également, et c'est très important, la moralité à la fois des dirigeants et des agents, des personnels, en recourant naturellement aux fichiers de police. Donc contrôle extrêmement important et qui occupe beaucoup le CNAPS. Le CNAPS a une délégation à papeter qui fonctionne au même titre que d'autres structures du CNAPS en métropole dans le cadre du découpage administratif. Je vous passe les détails. Et puis on va demander aussi au CNAPS de contrôler les activités privées de sécurité, c'est-à-dire d'aller sur le terrain, d'aller dans les entreprises
d'aller voir les agents, d'aller voir les chefs d'entreprise et de leur demander de vérifier avec eux que les activités qui sont fournies, les prestations qui sont fournies, sont bien conformes au droit en vigueur, c'est-à-dire essentiellement au Code de la sécurité intérieure et à un certain nombre d'autres dispositions qu'on peut trouver dans d'autres codes, notamment dans le Code des transports pour certaines activités qui relèveraient par exemple de la sûreté aéroportuaire, qui est un domaine d'activité extrêmement important en France, extrêmement sensible, et qui a été complètement délégué à la sécurité privée à la fin des années 90, parce qu'on n'avait plus assez de policiers et de gendarmes pour assurer les missions de sûreté aéroportuaire. Dans un premier temps, on a confié le contrôle des bagages et le contrôle du fret, et puis après on a confié les postes d'inspection filtrage. Donc vous voyez qu'une volonté de l'État de contrôler le secteur, même si, et c'est là que les choses se compliquent, on sait que ce contrôle est perfectible. On sait que ce contrôle est perfectible, et on le sait depuis un rapport qui a particulièrement mis en évidence un certain nombre d'insuffisances, ou en tout cas de marge d'amélioration, rapport de la Cour des comptes, qui a été publié, c'est le rapport annuel 2018, et qui a consacré une grande partie de ses développements à cette thématique de la fiabilité de la sécurité privée en France. Une autre interrogation est de savoir quelles sont les activités qu'on va externaliser. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, en évoquant cette problématique très sensible de la distinction entre ce qui est délégable à la sécurité privée et ce qui ne l'est pas. Et je dois dire que sur ce point, la réflexion qui n'est pas nouvelle, parce que vous imaginez bien que sur un sujet aussi important, l'État ne découvre pas cette problématique. C'est un sujet qui anime le ministère de l'Intérieur depuis déjà longtemps. Mais on se retrouve avec des difficultés juridiques, un cadre juridique qui est strict, et puis on se retrouve aussi avec des questions beaucoup plus pratiques, beaucoup plus concrètes. Le cadre juridique, tout d'abord. J'ai évoqué tout à l'heure la Déclaration des droits de l'homme. La sécurité, c'est l'affaire d'une force publique. On sait que le Conseil constitutionnel est très vigilant sur ce point. Et notamment en 2011, le Conseil constitutionnel avait interdit, il avait censuré la loi, la fameuse LOPEPSI. Le Conseil constitutionnel avait censuré la loi qui permettait à des communes de recruter des agents privés de sécurité pour les intégrer dans les centres de supervision urbains, c'est-à-dire les PC de vidéoprotection dans une ville. Pour le moment, dans ces centres de supervision urbains, vous avez du personnel sous statut public, des policiers municipaux ou des agents publics, en tout cas des agents publics. Le Conseil constitutionnel a dit on ne doit pas mettre de salariés de droit privé dans ces centres de supervision, car ce serait contraire à l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme, et ça serait contraire donc à ce monopole de l'activité de police conféré aux forces publiques.
On sait aussi que le juge administratif est vigilant. Et il y a une jurisprudence traditionnelle du Conseil d'État qui interdit la délégation de missions de police à des personnes privées. Et notamment qui interdit la surveillance de la voie publique ou qui interdisait, puisque ça a changé, puisque ça a été, les contraventions de stationnement ont été dépénalisées, mais qui interdisait à des communes de recruter des agents privés pour verbaliser les infractions au stationnement. Je dis ça a changé, puisqu'à partir du moment où ce n'est plus une infraction, où ça a été dépénalisé, dans un certain nombre de villes, ce sont maintenant des agents privés qui font payer, lorsqu'ils ne sont plus des contraventions, mais qui font payer les redevances de stationnement. Redevances pour occupation du domaine public. Donc on a ce cadre juridique qui est strict, avec néanmoins une ouverture qui est récente, puisque le Conseil constitutionnel, à propos des périmètres de protection qui sont organisés par la loi du 30 octobre 2017, cette loi du 30 octobre 2017, qui reprend dans le droit commun un certain nombre de mesures auparavant liées à l'état d'urgence. Et parmi ces mesures, il y a les périmètres de protection, c'est-à-dire la possibilité pour les autorités d'organiser autour d'un lieu une espèce de périmètre protégé, périmètre à accès réglementé, où avant de rentrer dans le périmètre, vous allez être contrôlé, fouillé, parce qu'il y a un risque particulièrement grave. Et il se trouve que pour faire fonctionner ces périmètres de protection, on a recours à la sécurité privée aussi. Alors vous allez me dire, mais c'est très curieux, parce que par définition, on est sur la voie publique. Et par définition, on a des agents privés qui vont travailler et qui vont être payés pour cela, aux côtés de policiers, de gendarmes, de policiers municipaux. Et oui, mais le Conseil constitutionnel valide cela avec une précision qui est extrêmement intéressante, car elle va ouvrir beaucoup de perspectives en termes opérationnels. Le Conseil constitutionnel considère que le fait de recourir à des agents privés rémunérés pour cela, pour des périmètres de protection, c'est une prestation autorisée à condition que ces agents privés travaillent sous le contrôle, sous l'autorité d'officiers de police judiciaire. Ce qui est d'ailleurs le schéma de la sûreté aéroportuaire, où les postes d'inspection filtrage fonctionnent sous le contrôle de la police et de la gendarmerie. Donc le Conseil constitutionnel nous dit, en substance, allez-y, vous pouvez développer des missions conjointes, force publique, force privée, dès lors que c'est chapeauté par un OPJ. Et là, j'en viens à l'aspect suivant. On glisse du cadre juridique vers le cadre opérationnel, l'aspect opérationnel. À partir de là, on ouvre la voie à une extension des missions confiées à la sécurité privée. On ouvre la voie, et la sécurité privée d'ailleurs a développé une réflexion sur ces thématiques, dans le cadre de ces fédérations professionnelles. On ouvre la voie éventuellement à des patrouilles mixtes. Après tout, pourquoi faire déambuler dans un aéroport ou une gare
des agents privés d'un côté, des policiers ou des gendarmes de l'autre, on pourrait très bien mixer les personnes. On ouvre la voie à des missions qui pourraient être des missions au sein même des locaux de police ou des locaux de gendarmerie, qui seraient des missions d'accueil, d'orientation du public, qui ne seraient pas des missions de police au sens strict du terme, mais qui pourraient être confiées à des agents privés spécialement formés. Et on peut comme ça évoquer différentes missions. Certains ont même évoqué les extractions judiciaires ou la surveillance des personnes en état d'ébriété ou des détenus peu dangereux qui seraient hospitalisés. Et plutôt que de mobiliser des policiers ou des gendarmes, on mobiliserait des agents privés. Donc vous voyez que la réflexion est très active sur toutes ces questions, avec autant de marchés à la clé pour les entreprises prestataires de services. Avec autant de marchés, et donc autant d'externalisation, de rémunération de ces entreprises par des personnes publiques, parce que ces activités, il va bien falloir les payer. Et ce qui était gratuit deviendrait, en tout cas pour les personnes publiques qui devraient organiser ces activités, ça deviendrait payant. Donc tout ça anime beaucoup la réflexion, avec évidemment en point de mire la fameuse voie publique et cette espèce d'hypocrisie qu'on retrouve dans les communes, où avec plus ou moins la complicité de certains préfets de département, les communes recrutent par exemple des sociétés privées de sécurité pour officiellement assurer la garde, la surveillance des bâtiments communaux. Et en utilisant une petite astuce juridique, puisqu'on peut surveiller les bâtiments communaux à partir de la voie publique, sur autorisation préfectorale. Vous avez des communes, mais pas seulement des communes, qui rusent et qui organisent comme ça des patrouilles mobiles d'agents privés de sécurité, parce qu'il faut bien passer d'un bâtiment à un autre si les bâtiments sont espacés, sont répartis dans les villes, et indirectement, on fait ainsi, indirectement et voire très directement, on fait ainsi surveiller la voie publique. Donc, sur ce point, il faudra bien surveiller jusqu'où ira le législateur. Et pendant très longtemps, on s'était dit, mais il y a des limites infranchissables. Il y a des activités qu'on ne confiera jamais à la sécurité privée. Et il y a encore quelque temps, et pas si longtemps que cela, on considérait, pour prendre cet exemple parce qu'il est particulièrement significatif, que la sécurité privée était une sécurité privée désarmée. Parce que les missions n'avaient pas un degré de dangerosité tel que ça justifiait d'armer les agents privés de sécurité. Ah oui, mais ça, c'était avant les attentats. Et le droit a changé, à tel point que le législateur a autorisé l'armement d'agents privés de sécurité pour assurer la surveillance de lieux exposés à une menace particulièrement grave, une menace exceptionnelle. Et oui, ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle qu'un certain nombre de ces lieux sont pour le moment protégés par des policiers ou des gendarmes. Mais qu'à terme, ces lieux seront protégés par des agents privés de sécurité, puisque les arrêtés ont été pris il y a quelques semaines pour permettre la mise en place de ces activités privées armées. J'utilise cet exemple à dessein parce qu'il est significatif d'une tendance. Ce qu'on croyait un secteur fermé absolument à la sécurité privée lui a été pourtant ouvert.
à partir de là, si l'État en éprouve le besoin, une loi peut très bien autoriser ce qui est pour le moment interdit. Ça s'est fait pour l'armement et ça s'est fait pour la protection embarquée à bord des navires. Il était impensable d'avoir des agents privés embarqués à bord des navires. Et maintenant, c'est le cas. Il était impensable d'avoir des agents privés à Disneyland. Et maintenant, c'est le cas. Voyez que les frontières entre le privé et le public deviennent plus floues. Et avec cette idée que du coup, là où l'État se retire, là où le régalien est en retrait, on remplace par des entreprises qui font évidemment payer leurs activités. Et je conclurai avec une interrogation. Est-on certain que c'est une source d'économie? Apparemment, l'État soutient, en tout cas, les personnes publiques qui achètent des prestations privées de sécurité pensent que oui. Pensent qu'il vaut mieux recruter des agents privés pour une durée déterminée, changer de prestataire, négocier les tarifs, et en tirant les tarifs vers le bas et vers le très bas, ce qui d'ailleurs est l'un des problèmes majeurs de la fiabilité de la sécurité privée. C'est qu'on a des entreprises qui vendent pratiquement à perte, en plus par le jeu d'une sous-traitance en cascade, c'est terrible. Mais est-ce qu'on est sûr que sur le long terme, ça sera rentable? Pour le moment, en France, on n'a pas d'études économiques suffisamment étendues pour avoir une évaluation de ce que coûterait l'externalisation. En revanche, on a des études dans d'autres États, et là, on s'aperçoit que les économies attendues ne sont pas toujours au rendez-vous. Et qu'à partir du moment où on paye les prestations à leur juste prix, parce qu'une sécurité privée de qualité, logiquement, ça a un coût. À partir du moment où on paye une sécurité privée à son juste prix, le différentiel entre une activité internalisée publique et une activité externalisée se discute parfois, pas toujours, mais parfois. Et quand vous combinez à la fois le coût et la question de la fiabilité, dans les cas les plus extrêmes, on écarte la sécurité privée et on réinternalise. Et on a un exemple dans le monde qui illustre ça de la manière la plus nette, ce sont les États-Unis. Avant les attentats du 11 septembre, la sûreté aéroportuaire aux États-Unis était privatisée. Après les attentats, en quelques mois, les États-Unis ont décidé de recréer une agence fédérale, une autorité fédérale, autorité des transports, et ils ont, si vous me permettez l'expression, republicisé, réinternalisé toute la sûreté aéroportuaire. Donc, je crois qu'il ne faut pas avoir d'idées préconçues sur les rapports sécurité publique, sécurité privée. Parfois, ça fonctionne bien, parfois, c'est nécessaire, et on trouve des opérateurs privés de sécurité de très bon niveau, de grands professionnels, qui servent l'intérêt général, parce que c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que, bien sûr, ce sont des prestataires qui gagnent de l'argent, mais ils participent d'une certaine façon aussi à une mission d'intérêt général.
pas d'idées préconçues, mais de la vigilance. Il faut être attentif. Et malheureusement, en tout cas c'est mon opinion, je trouve qu'il n'y a pas toujours une conscience très nette chez nos concitoyens de ce qui est en train de se passer. Et j'en reviens à l'exemple de l'armement. Le débat législatif a été expédié en quelques minutes dans chaque hémicycle, dès lors qu'il s'est agi d'étudier l'article permettant de développer une activité de surveillance armée. Les parlementaires ont trouvé ça tout à fait normal, tout à fait naturel, et à part quelques voix discordantes, plutôt dans la partie gauche de l'hémicycle, la mesure a été votée avec une très grande facilité, non seulement une grande facilité dans l'hémicycle, mais pratiquement sans débat public. La presse s'est très peu emparée du sujet, a très peu parlé, et nos concitoyens, je suis sûr, ne sont pas toujours très conscients, très au fait de ce qui se passe. C'est un petit peu dommage, parce que malgré tout, vous et moi avons conclu un pacte avec l'État. C'est le contrat social. Nous abandonnons un peu de notre liberté à l'État en échange de la sécurité qu'il peut nous offrir. C'est ça, la base même de la puissance publique, de la contrainte légitime, du monopole de la contrainte légitime. Eh bien, petite touche par petite touche, ce contrat, ce pacte, est en train d'être réécrit, et il ne faudrait pas qu'on le réécrive au-delà du raisonnable. Je vous remercie.